la démocratie, des conditions de son éclosion, de son émergence, de sa consolidation. Et cela passe entre autres par le remodelage de nos constitutions. Remodelage de la Constitution, révision de la Constitution. Tous les termes, on peut les mettre, mais il va falloir revoir les constitutions. En quoi c'est une révision de la Constitution quand il y a une mauvaise gouvernance? Quand au centre même de la Constitution, les textes disent qu'il faut une séparation de pouvoir. À quoi sert d'élaborer une nouvelle Constitution quand il n'y a pas de démocratie, quand il n'y a qu'une démocratie virtuelle? Déjà en 2003, l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, dont je suis membre, composée d'Africains, d'acteurs africains et de non-africains, mais des gens qui ont exercé le pouvoir à un niveau très élevé, d'anciens chefs d'État et d'anciens ministres. Ils avaient constaté que pour la plupart, les processus de transformation du monde et des sociétés africaines échappaient aux Africains eux-mêmes du fait de l'inadéquation des modes de gouvernance. Le constat est là aujourd'hui, que l'Afrique s'enlise et renoue petit à petit avec les coups d'État. Les plus récents sont le cas du Mali, de la Guinée-Bissau. Nous pensons qu'il faudra mettre en place une gouvernance qui puisse impliquer les acteurs à la base et associer tous les citoyens du pays. Prendre en compte le patrimoine culturel et institutionnel des nations africaines. Cela devra être désormais une préoccupation majeure. Si nous constatons les modalités d'accès aux responsabilités politiques après les élections sont au centre des crises qui secouent le continent africain. Le système du gagnant-perdant, où celui qui a 51% gagne tout et prend tout. Et celui qui a 49%, quelques différences de voix, perd tout et n'a rien, constatons-le, n'est plus accepté par la majorité de nos Africains, de nos acteurs publics. Toutes les crises électorales sont conclues par des résolutions demandant la constitution de gouvernements d'union nationale ou d'ouverture. Les cas du Kenya, les cas du Zimbabwe, ce sont des exemples que nous pouvons citer. C'est dire que la logique de partage du pouvoir devient constante. La recherche du consensus propre à l'Africain devient progressivement la règle, à l'image des assemblées traditionnelles africaines. Et cela implique la notion de compromis et le droit à la minorité qui doit être reconnu. Face à la situation qui provoque actuellement, pourquoi ne pas en faire une norme reconnue et acceptée dans les instances internationales? Une norme reconnue et inscrite dans nos constitutions pour éviter que des milliers d'Africains perdent leur vie dans les conflits avant d'en arriver au gouvernement d'union nationale, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya. Et au Mali, le capitaine Sanogo n'a pas encore démordu là. Il réclame sa part. En Guinée-Bissau, ils réclament leur part. Ils demandent un gouvernement d'union nationale. Pourquoi ne pas en faire une norme internationalement reconnue avec nos partenaires techniques et financiers, étant donné que nous n'en avions qu'une indépendance, qui n'est qu'une indépendance de fait. Il faudrait reconnaître que, insérer dans les dispositifs constitutionnels le principe du partage du pouvoir serait d'une grande opportunité. Je n'ai pas la solution. 75% pour celui qui aurait 51%, 25% pour celui qui aurait 49%, ou je ne sais pas. Ensemble, nous allons pourra en discuter. Serait d'une grande opportunité et nous mettre dans la voie de construction d'une démocratie qui nous ressemble et intègre la définition de la démocratie qui est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. En démocratie, la minorité est reconnue. Elle est acceptée. Elle n'est pas exterminée. Elle n'est pas écrasée. Elle a des droits. C'est avec beaucoup de mort dans l'âme que je voudrais aborder la question du débat sur la révision de la Constitution. Le débat actuellement mené me semble un débat d'intérêt personnel, d'intérêt privé, qui ne prend pas en compte réellement la souffrance de la plus grande masse, qui ne prend pas en compte l'intérêt commun. Réviser, ne pas réviser,
Certains, quand on prend même les phrases, se recoupent. Nous voulons qu'on révise, mais qu'il y ait un large débat consensuel. Nous ne voulons pas qu'on révise parce qu'il n'y a pas un large débat consensuel. Donc les deux phrases se recoupent. Mais je voudrais poser la question de savoir, qu'est-ce qui nous garantit au regard des différents gouvernements qui se sont succédés depuis 1990? Nous étions en avance sur François Mitterrand. Mitterrand, c'est en 1990 qu'il a lancé la France-Afrique, mais déjà en février 1990, le Bénin avait déjà lancé les bases de la conférence des forces de la nation. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'au lendemain de la révision de la Constitution, qu'est-ce qui nous garantit que les prochains locataires de la Marina, peut-être, vont mettre fin aux dérives de gestion, à la gabegie, à l'exclusion, à la corruption et reconnaître le droit à la minorité? C'est plutôt la République utopique de Platon. La République du Platon, que je peux vous citer à travers les enveloppes brunes. C'est Platon qui avait rêvé de l'arrivée au pouvoir d'un homme responsable, désintéressé, débarrassé de tout intérêt personnel, qui, arrivé au pouvoir, gouvernerait et dirigerait les hommes dans la sagesse. Là, c'est son rêve, le rêve utopique de Platon. Mais très tôt, il s'est rendu compte que c'est un rêve et que la sagesse n'occupe pas encore les postes de commande. Et que l'âme désintéressée, délivrée de tout intérêt personnel, ne détient pas les rênes du pouvoir. C'est-à-dire que lorsque chacun accède au pouvoir, il a ses visées. L'argent, le pouvoir draine l'argent et l'argent vient avec des amis. C'est-à-dire que le pouvoir, avec le pouvoir, chaque personne essaie d'installer celui qui peut lui assurer un retour d'argent. Donc il est difficile de fractionner les trois mots, pouvoir, argent et puis amitié. Donc qu'est-ce qui se passe? Chaque homme qui arrive au pouvoir, chaque homme qui essaie de mettre quelqu'un au pouvoir, c'est pour ses intérêts personnels, donc c'est pour gonfler son degré de corruption. Pendant la campagne, on dénigre tout ce que l'autre a fait, on critique ce qui a été fait de mal sans dire ce qui a été fait de bien. Mais une fois arrivé au pouvoir, on fait pire que les autres. On fait pire que les autres. Et comme on le dit, il n'y aura pas de nouveau sous le soleil. Tout change pour que rien ne change. Tout bouge pour que rien ne bouge. Ce qui s'est fait se fera. Ce qui fut se refera. Donc la révision de notre Constitution, pour moi, s'impose. Elle s'impose, pas dans les mêmes termes que le débat actuel, mais cela s'impose peut-être pour demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans. Si le président Barack Obama, qui a été cité à plusieurs reprises, avait dit aussi au Ghana que le développement de l'Afrique dépend des Africains eux-mêmes, je pense que les Africains ont décidé aujourd'hui, contre toute attente, de réécrire leur constitution dans la violence, en tenant compte des spécificités africaines telles que le consensus et le gouvernement d'union nationale. La révision d'une constitution, ceci étant, répond à des règles sur lesquelles les éminents conférenciers ont suffisamment attiré l'attention du public. C'est un ensemble de textes juridiques qui définit les différentes institutions composant l'État et qui organisent leurs relations. Au Bénin, l'initiative de la révision d'une constitution relève du gouvernement, mais ce gouvernement devra mettre en place un comité restreint, composé des professionnels, des techniciens du droit, assisté des responsables politiques, des organisations de la société civile. Dans le cadre de l'expression du suffrage universel, le texte devra être soumis à un référendum par la suite. Le sujet est croustillant. Nous allons peut-être nous en arrêter là, en attendant les débats. En conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire? En 1990,
Le vent du renouveau démocratique parti du Bénin avait soufflé sur tout le continent africain, augurant de lendemain meilleur. En 2012, c'est plutôt un vent de déstabilisation qui laisse planer beaucoup d'inquiétudes. Pays d'exemple démocratique comme le Mali, notre pays, c'est ça qu'on dit, le Bénin est un pays de modèle démocratique. Donc, pays d'exemple démocratique comme le Mali. Le Bénin devra réétudier les principes et les modes de faire qui concourent à la légitimité de la gouvernance, dans la mesure où il privilégie le consensus, l'inclusivité. Il s'agira de mettre en place une république réelle et non une république virtuelle, où le pouvoir n'appartient pas à un seul homme et le peuple participe aux affaires de la cité conformément aux dispositions de la Charte des droits de l'homme et du citoyen. Une république qui ne se contente pas d'inscrire fraternité, justice, travail sur des monuments aux morts, mais qui les inscrit dans la réalité de la vie quotidienne. Une république qui met l'accent sur le processus de nomination, qui tient compte des compétences, qui tient compte des profils requis, et non que ce soit une république de copains. Une république où les citoyens n'ont pas que des droits, mais aussi des devoirs, où les droits sont la contrepartie des devoirs. Je voudrais alors, en ce moment précis, où l'Afrique est en train de renouer avec les coups d'État, on ne dise pas que cela n'arrive qu'aux autres. Il va falloir que nous mettons l'accent sur l'impérieuse nécessité d'une refondation. Je ne veux pas que le mot choque, d'une reconstruction, ou pour moi, du levojo, qui passe nécessairement par la redéfinition des démocraties en Afrique, leur éclosion, leur émergence et leur consolidation. Je vous remercie.